Donc, bonjour. Alors, l'atelier que je vous propose aujourd'hui, ça va être vraiment un mélange entre théorie et pratique. On va faire autant du travail de table, où est-ce que vous allez avoir à écrire quelques petites choses très simples, vous allez voir. Puis ensuite de ça, il va y avoir des exercices en petits groupes. Et je vais aussi aller vers des exercices un peu plus dynamiques pour vraiment rentrer dans l'improvisation, comment amener certaines bases dans la façon d'aborder le jeu en improvisation, mais on ne va pas aller vers l'émotion et tout ça. Là, on est vraiment dans quelque chose de pratico-pratique. D'accord? Très, très simple. Donc, l'atelier relation aux partenaires, donc en improvisation et tout ça. Alors, tout d'abord, dans cet atelier-là, on va s'intéresser à la construction de la relation aux partenaires. Comment est-ce qu'on se rapproche de l'autre et qu'on crée ensemble. Parce que c'est ça, en fait, le théâtre de l'incarnation, comme Guillaume l'a si bien expliqué dans un papier de 2021. Mais donc, le théâtre de l'incarnation, c'est ce qui est intéressant dans ce... Bon, il y a des erreurs, bon, évidemment. Donc, le théâtre en général, et surtout dans le théâtre de l'incarnation, en fait, le partenaire de jeu est multiforme, le public est multiforme parce qu'en fait, le partenaire est à la fois spectateur et partenaire de jeu. Donc, on doit vraiment toujours avoir ça en tête que quand on crée avec l'autre, il est aussi le spectateur de ce qu'on est en train de faire et nous, on est spectateur de ce que l'autre crée. D'accord? Donc, ça, c'est simultanément, consécutivement, un après l'autre. Ceux qui sont très loin sont spectateurs de ce qu'on est en train de faire, peut-être à l'autre bout de la salle, et ainsi de suite. Donc, tout se déroule en même temps. C'est complexe, mais c'est ce qui fait le charme de ce type de théâtre-là, de l'incarnation, du grandeur nature, du jeu de rôle en salle et à l'extérieur. Donc, dans le cadre du théâtre de l'incarnation, l'actrice, on dit qu'elle est spectatrice, donc, ou spectateur pour l'acteur, d'accord? Dans cette optique-là, il faut jouer avec le partenaire et pour le partenaire ou la partenaire. Donc, pour développer ce rapport-là au partenaire, ce que ça va donner, c'est que ça va contribuer à la créativité puis l'imaginaire de l'autre et vice-versa. Travailler pour la créativité de l'autre va contribuer à notre propre imaginaire et notre propre créativité. Donc, on donne à l'autre pour qu'il nous redonne et ainsi de suite. On est dans un constant échange. Tout est dans tout. D'accord? Alors, avec ça en tête, il s'agit de jouer sur une mince ligne que disait Christian Lapointe, un théoricien du théâtre, un metteur en scène. Donc, une mince ligne entre les lieux d'où nous pouvons opérer une fascination de l'ordre de l'envoûtement et ceux d'où nous pouvons orchestrer une prise d'otage de l'attention du spectateur ou de la spectatrice. Donc, on va jouer sur ces plans-là. Cette prise d'otage-là est figurée, bien sûr. C'est l'idée, en fait, de capter assez l'attention pour garder la personne en immersion avec nous. Qu'on ne soit pas en train de décrocher, puis qu'elle parte, puis qu'elle ne soit plus intéressée par ce qui est en train de se passer. Donc, cet envoûtement-là, cette prise d'otage-là, c'est en fait de faire en sorte qu'on reste tous en immersion pendant l'activité, pendant l'improvisation. Pour arriver à cet envoûtement-là, on va jouer justement aujourd'hui sur différents facteurs qui vont permettre d'amener cette idée-là. Donc, comment? Bien, en multipliant le jeu d'adresse de la parole. Donc, est-ce qu'on parle à l'intime, au général, au particulier? On va revenir là-dessus. En ayant comme point de départ un état de paradoxe d'abandon, de contrôle et de détachement. Donc, de se laisser aller dans tout ça, de se préparer assez pour dire, bon, bien là, je peux me laisser aller dans le jeu puis m'abandonner à ce personnage-là, finalement. Et par conséquent aussi, d'avoir une grande désinvolture qui ne va pas être dans le volontarisme. Je veux faire ça ce soir absolument. Non, on va laisser aller les choses, puis on va construire avec les autres, puis on va se nourrir de ce que les autres nous donnent. Et ce qui devrait permettre donc d'être dévoué à ce qu'on est en train de créer, puis d'oublier le volontarisme, d'être dans toujours vouloir quelque chose. Pour développer notre créativité en improvisation, puis la mise en place de cet envoûtement-là, bien, il faut entraîner puis développer différentes habiletés qui vont faciliter le processus créateur. Puis pour ça, bien, je me suis inspiré dans mes recherches, parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai une maîtrise en théâtre et j'ai développé un entraînement de l'actrice et de l'acteur pour travailler en équipe. Donc, pour ça, bien, je me suis inspiré du flow ou l'expérience optimale. L'expérience optimale, le flow, c'est une activité qui implique le corps et l'esprit en une seule boucle, somato-psychique, on pourrait dire, et qui provoque l'expérimentation d'une activité comme si elle était dans un temps altéré. Vous savez, quand on lit un bon livre, puis là, on passe les pages, puis là, à un moment donné, ça fait 2h15 que je lis, mais j'ai l'impression que ça a pris juste 15 minutes. Mais c'est ça, d'accord? Donc, un temps altéré, on perd la notion de « moi ». On est vraiment à une seule... on ne fait qu'un avec l'activité. Et on a l'impression que tout se fait sans effort, complètement en contrôle de ce qui se passe. D'accord? Mais quand on sort d'une bonne improvisation, tout ça, on se dit, je ne suis plus exactement sûr de tout ce qui s'est passé, mais je sens que ça a bien été. Donc, on était en état de flow. Donc,
le flow, bien, il ne peut pas vraiment être créé, en fait, consciemment. Donc, on va essayer de poser des conditions qui vont permettre son apparition. Puis ça, bien, je me suis inspiré d'exercices de théâtre pour arriver à comprendre ces conditions-là, puis les installer par ces exercices-là. Donc, comme ça, on va avoir une improvisation qui va être forte et avec l'autre. Donc, les conditions du flow, bien, on a et son implication dans le jeu, bien, les conditions, déjà, il y en a 4, qui est d'avoir des buts précis et clairs, d'avoir un équilibre entre les défis et les habiletés qui sont équilibrés, ou du moins qui sont un petit peu plus dangereux pour nous. Okay? Il y a un petit déséquilibre vers le plaisir d'essayer quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort, pas trop, parce qu'on ne veut pas avoir d'anxiété, mais donc on veut aller juste dans quelque chose qui nous sort un peu de notre quotidien, mais qui est quand même équilibré. On a un retour sur l'action qui est clair et immédiat. Ça, en improvisation, c'est direct. Si la personne commence à se désintéresser de ce qu'on fait puis qu'elle s'en va, bien là, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on doit être en concentration totale dans ce qu'on est en train de faire. Donc, au cours de cet atelier, on va s'intéresser principalement à ces dernières conditions. Puis, comment est-ce que, par tout ça, par des exercices qu'on va faire ensemble, d'accord? Qui sont tirés de pratiques théâtrales. Alors, les principes et concepts qu'on va voir, on a le surobjectif, hein, objectif, but précis et clair, ça va allier avec ça. Ensuite, on a les circonstances proposées, donc qu'est-ce qu'on retrouve comme élément dans le texte ou les documents qu'on va avoir déjà reçus, dans l'historique qu'on va avoir fait des recherches. Donc, les circonstances qui sont proposées pour le jeu, comment est-ce qu'on va mettre ça en jeu pour créer des relations avec les personnages. L'entraînement de l'écoute, ça, on va vraiment rentrer plus dans les exercices où est-ce qu'on va bouger tout ça. On va parler de soft focus ou concentration souple, de jouer, c'est réagir. Les modes majeur, mineur, point fixe, vite, lent. Donc, on va vraiment aller vers des trucs très mécaniques. Puis, le jeu de l'adresse de la parole, dont je vous parlais tout à l'heure dans l'envoûtement. D'accord? Donc, comment est-ce que, par la parole, on crée cet envoûtement-là et cette prise d'otage de l'attention du spectateur, de la spectatrice. Alors, but précis et clair, le surobjectif et les circonstances proposées. Donc, justement, pour se préparer à aller jouer, on doit faire une petite préparation pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va avec son personnage. Donc, on va trouver justement le surobjectif à la fois de la rencontre, mais aussi de notre personnage. Et tout ça en s'appuyant sur les circonstances proposées. Donc, le surobjectif, je ne vais pas vous lire tout ça, là, mais en gros, c'est de trouver l'essence de ce qui met en action votre personnage ou, pour commencer, de la rencontre que tout le monde ensemble, on va avoir dans les lettres de Whitehall. C'est quoi le premier moteur qui fait qu'on va se rencontrer et qu'on va jouer ensemble les lettres de Whitehall? Ça, on est chanceux parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Bellil qui a déjà fait une partie du travail, d'accord? Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même lire ce que Maria Knebel, une actrice et tout ça qui a travaillé avec Stanislavski et tout ça, disait par rapport au surobjectif, c'est qu'un surobjectif unique, déterminé avec justesse, commun à tous les interprètes, va éveiller chez chacun une attitude différente, dans l'âme de tous, des échos personnels. Donc, un surobjectif total va éveiller des surobjectifs chez chacun de nous. D'accord? Alors, voilà. Donc, justement, les lettres de Whitehall, ici, on a le site Web. Alors, si je fouille dans le site Web, on peut voir des belles images et tout ça. On a déjà une mise en situation, d'accord? Et si on continue de descendre, là, à un moment donné, on trouve ça ici. Là, une expérience narrative reconstitue l'histoire. C'est un peu ce que nous invite Guillaume Bellil à venir faire dans les lettres de Whitehall. C'est ça, finalement, on retrouve là-dedans le surobjectif commun, d'accord? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on va venir faire? Bien, on va venir, en tant que participant et participante, incarner un personnage profond, évoluant au rythme des événements de l'année 1815. En tant qu'organisation, notre rôle est de vous accompagner, et ainsi de suite. Donc, ensuite, reconstituer l'histoire. Bon, on va aller vers 1815 en Angleterre, mais on ne va pas refaire exactement l'histoire de ça. Donc, je vous invite vous-même à retourner lire tout ça pour retrouver ces informations-là. Mais donc, c'est de créer ensemble ces nouvelles histoires-là en s'inspirant donc de l'époque, de l'histoire de l'endroit. D'accord? Et bien sûr, il y a plein d'autres informations que je vous invite à aller voir et tout ça. Mais donc, on va trouver donc le surobjectif commun. Puis ensuite de ça, bien, vous savez déjà un peu pourquoi vous êtes là, mais maintenant pour votre personnage. D'accord? Donc, de ce surobjectif-là, il va avoir un écho personnel et vous allez retrouver votre propre objectif personnel. Et pour qu'il soit efficace, c'est primordial de le définir avec exactitude, de le nommer avec précision, de choisir, de l'exprimer dans des mots qui font agir. D'accord? Donc, parce qu'un personnage, que ce soit en théâtre ou en théâtre de l'incarnation, il ne peut être compris que par ses actes
Ce ne sera jamais par ses pensées, parce que personne n'a accès à ses pensées. Même nous, dans la vie, on se définit par nos actes plus que par ce qu'on pense. On va être capable d'exprimer nos pensées puis de l'expliquer. Mais au théâtre, ce n'est pas le temps de commencer à déblatérer tout ce qu'on a dans la tête. C'est vraiment par l'acte premier qu'on va comprendre le personnage. Donc, cherchez ce que veut votre personnage en l'exprimant toujours par « je veux » et inscrire un verbe d'action physique. Donc, vous avez justement entre les mains. La petite grille que je vous ai donnée, c'est un petit outil pour que chez vous, vous puissiez réfléchir à ce personnage-là. Donc, qu'est-ce que ce personnage veut en général pour l'événement ou même pour toute la série des 3 événements? C'est quoi son objectif premier duquel va partir toutes ses autres actions? D'accord? De là, on va nourrir toutes les autres actions qui vont arriver pendant le processus. Donc, de trouver justement un « je veux » qui est très englobant, d'accord? Qui est la motivation la plus englobante possible et qui va devenir la boussole de toutes nos actions. Pour cela, demandez-vous aussi à répétition « je veux » ce que vous avez décidé, pourquoi? Parce que si après ça, il y a une autre raison qui est beaucoup plus englobante, bien, c'est plus vers celle-là qu'on va aller. Donc, par exemple, si je prends une jeune fille qui est là avec sa famille et qui vient pour supporter sa mère dans la recherche d'un support financier X, Y ou Z. D'accord? Donc, la jeune fille, elle fait ça pourquoi? Là, elle pourrait partir en disant « je veux aider ma mère dans son entreprise ». Bon, mais déjà, là, c'est extérieur, c'est pas vraiment chez elle, non. Mais pourquoi? Parce que je veux être en sécurité plus tard, quand moi-même, je vais devenir vieille femme, parce que pour l'instant, je ne trouve personne. Okay? Mais là, je veux être en sécurité. Pourquoi? Bien, parce que et ainsi de suite. Donc, on va essayer de développer le plus possible un surobjectif qui est très large pour qu'ensuite de ça, toutes les autres actions qu'elle pourra faire vont revenir toujours à cet objectif-là. D'accord? Donc, notre but sera clair, très large, pour pouvoir se permettre de jouer et de se déplacer un peu dans tout ça. Parce que si c'est vraiment trop précis, mais là, on va jouer juste une chose, on va être unidimensionnel, tandis que si c'est plutôt large, mais qu'on a quand même un objectif, mais on peut jouer puis être contradictoire aussi, d'accord? D'aller d'un côté, mais toujours avec ça en tête. Voilà. Donc, les circonstances proposées. Les circonstances proposées, c'est à la fois le passé et le futur de votre personnage, c'est votre background, d'accord? Donc, c'est qu'est-ce qui est ce personnage-là, d'où il vient, tout ça. Donc, nous, on a la possibilité de l'écrire dans le théâtre de l'incarnation, dans le processus qu'on fait ici, mais il y a des choses aussi qu'il faut se dire. Est-ce que qu'est-ce que le personnage pense de lui-même, qu'est-ce que les autres pensent de ce personnage-là, et tout ce que vous allez recueillir comme information sur votre personnage, bien, ce sont les circonstances proposées sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour construire votre personnage et guider par la suite ses actions en jeu. D'accord? Mais on parle aussi de l'intrigue, des événements, de l'époque, et en particulier, Maria Knebel ajoute « comprendre l'époque dans laquelle évoluent les personnages d'une pièce, c'est faire la lumière sur l'une des circonstances proposées les plus importantes. » Donc, je vous invite fortement à retourner voir la démonstration, la présentation de Guillaume sur l'époque de 1815 pour justement comprendre que cette époque-là teinte toutes les actions que vous allez faire. Si ça se passe en 1815, ce n'est pas comme en 2022. Il y a des différences. Même chose si c'est en 1942 ou en 1526. Les personnages n'agissent pas de la même façon et encore dans un lieu, dans un temps et tout ça. Donc, justement, pour aller vers comprendre cette importance-là des circonstances proposées, bien, on va faire un petit jeu ensemble, très simple. Donc, une mise en jeu relationnelle. Pour cet exercice-là, on vous a distribué 5 petits papiers chacun, d'accord, et chacune. Donc, on va se développer des circonstances proposées en s'inspirant de l'époque et de la situation des lettres de Whitehall. Donc, on a une petite idée de ce que c'est. On est en 1815. Il y a un nouveau régent un régent ou un propriétaire qui arrive et qui prend possession de Whitehall. Et tranquillement, donc, il y a toutes les petites familles qui autour vont s'agglutiner et venir profiter de tout ça. Mais donc, on va s'inspirer juste de ce contexte-là pour créer des relations, des personnages avec des relations. Alors, sur 3 premiers papiers, vous allez inscrire une réplique, d'accord? Donc, sur le premier papier, j'ai écrit une réplique très simple. Ça peut être « J'ai envie de passer le nouvel an avec toi », d'accord? Ensuite, sur l'autre, vous écrivez une autre réplique. « Viens par ici, cela est étonnant », d'accord? Vous écrivez 3 répliques sur les 3 premiers papiers. Ensuite de ça, sur le 4e papier, vous allez inscrire une relation simple entre 2 personnages. Par exemple, son neveu, 20 ans, et une tante, 50 ans. Tout simplement. C'est qui ces personnages-là? C'est quoi leur âge? D'accord? Pas besoin de dire une riche marchande qui... Allez vers quelque chose de simple. D'accord? Mais
arrêtez-vous pas. S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, écrivez-le. On va s'arranger avec tout ça. Et finalement, sur le dernier papier, 3 objets dans un même lieu. Par exemple, un livre, une chaise, un globe terrestre dans une bibliothèque. D'accord? Et le colonel Moutarde qui se trouve de l'autre côté. Mais donc, si on récapitule, sur les 3 premiers papiers, une réplique sur chaque papier. Et ensuite de ça, le 4e papier, une relation entre 2 personnages qui sont l'un par rapport à l'autre, très simplement. Et finalement, sur le 5e papier, un livre, 3 objets et un lieu. D'accord? Donc, je vous donne 5 minutes pour remplir tout ça. Ensuite de ça, on va venir faire 3 piles, des piles de répliques, des piles de lieux et d'événements et des relations partenaires. Si vous avez des questions, levez la main, je vais venir vous voir. Oui, je vais rester. Oui, bonne idée. Tiens, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez terminé, vous pouvez venir déjà porter les petits papiers. On va faire 3 piles là, avec tout ça. Est-ce que tout le monde a complété? Est-ce qu'il y en a encore qui sont en train d'écrire? Non? Parfait. OK. Est-ce que les objets devaient avoir rapport avec le lieu? Pas nécessairement. OK. Disons que ça va peut-être complexifier un peu la création, mais ça va aller. OK. Donc, maintenant qu'on a fait tous ces beaux tas-là, je vais tout mélanger ça. Je mélange le hasard. Voilà, ça, c'est les répliques. Ça, c'est très... je tiens ça des Denis de relais, là. Je mélange le hasard. Voilà. Alors, voilà. Très bien. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire les équipes. Donc, je vais vous demander de faire des équipes de 2, d'accord? Parce que c'est des relations à 2. Mais je pense qu'il va y avoir une équipe de 3. La 3e personne pourra compléter tout ça. Bon, ils sont déjà 3. Alors, on essaie de se mettre en équipe de 2. Donc, dès que vous avez votre équipe de 2, d'accord, ce que je vais vous demander, c'est que les participants, vous allez passer chacun ici, venir chercher chacun 3 répliques. Donc, il va y avoir pour chaque équipe 6 répliques. Vous pourriez envoyer juste une personne qui vient chercher 6 répliques, là, mais sinon, vous pouvez passer. Donc, 6 répliques, une relation et un lieu-objet. D'accord? Donc, on se met en équipe et on vient chercher ces papiers-là. Go! Donc, par équipe, 6 répliques, un lieu-objet, une relation. Oui, parce qu'il ne va pas avoir une relation à 3. Là, fait que la 3e personne pourra compléter finalement l'exercice que les 2 autres vont faire. Là, pour, Donc, 6 répliques au total, une relation et un lieu-objet. Est-ce qu'il y en a qui sont seuls? OK. Parce que là, on a Jimmy, t'es-tu seul? Toi, t'es avec... Toi, Dom, t'es-tu en équipe avec quelqu'un? OK. Fait que tu vas pouvoir te mettre avec Jimmy. On va être en équipe. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas en équipe? Tout le monde est en équipe? OK. Donc, chacun 3. Donc, 6 pour une équipe. Une relation, un lieu-objet. Ça. Je sais pas si c'est les miennes. OK. Ouais, si vous vous retrouvez, ben vous pouvez là, venir échanger si jamais vous avez votre réplique, mais en même temps, c'est pas très grave. D'accord? Parce que l'idée, tu pourrais les donner à l'autre, par exemple. OK? Donc, prenez chacun vos répliques. D'accord? Donc, chacun, un de vous a 3 répliques, l'autre a 3 répliques. Ça, c'est important. D'accord? Ensuite, ce qui vous est demandé. D'accord? Tout d'abord, ça va se passer en 2 parties. Il y a une des participantes, la première participante, qui, elle, avec toutes les informations, donc ses 3 répliques à elle, le lieu avec les objets et la relation, va construire déjà une petite histoire, une narration avec tous ces éléments-là. Donc, elle doit être la plus précise possible, cette personne-là, dans l'élaboration de tout ça. Donc, que fait votre personnage dans ce lieu-là? Comment il agit avec les 3 objets? Qu'est-ce qu'on apprend de ses actions, sachant que celles-ci ne sont pas dissociables de la présence de l'autre? Parce que ça, c'est important. C'est la première chose la plus importante par rapport à la relation à l'autre. C'est que parce que vous êtes avec cette personne-là, votre personnage agit de cette façon, d'une telle ou telle façon. S'il était avec un autre personnage, ce serait autre chose. Donc, fiez-vous à la relation. Si c'est, par exemple, comme je disais tantôt, une tante d'une 50aine d'années avec son neveu de 20 ans, c'est pas la même chose que si ça avait été son oncle de 50 ans
avec le jeune de 20 ans. D'accord? Donc, déjà, construisez à partir de cette relation-là. Qu'est-ce que le personnage que j'ai choisi de jouer dans cette situation-là? D'ailleurs, si c'était un homme et une femme, puis vous êtes deux filles, là, vous pouvez aussi, soit vous imaginer le personnage masculin ou le changer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il agirait d'une autre façon s'il était seul? Si la réponse est oui, si tu te dis « si j'étais tout seul, j'agirais d'une autre façon », mais encore une fois, on n'est pas dans la relation. S'il était seul, il n'agirait pas comme ça, donc je dois vraiment me rattacher à l'autre qui est présent. Ça signifie donc que le rapport au partenaire, la relation créatrice ne sont pas assez prises en compte. La participante qui a commencé le récit poursuit sa narration jusqu'à ce qu'elle parvienne à construire le contexte avec ses 3 répliques seulement, pas les répliques de l'autre. Elle dit, à un moment donné, par exemple, la tante est dans une cuisine avec la chaise, le tablier, tout ça. Et là, tu pourrais dire, je joue l'enfant de 20 ans, par exemple, le jeune homme de 20 ans. Et là, j'explique que c'est au réveillon du jour de l'an et tout ça, je vais partir bientôt. Et à un moment donné, je t'entends me dire quelque chose et je réponds, j'aime les clémentines, par exemple. C'est une réplique que vous avez. Donc, ça veut dire que la personne, par la suite, la suivante, va devoir jouer avec le fait que, j'ai dit quelque chose avant qui l'a mené à dire « j'aime les clémentines », par exemple. Donc, quelle réplique pourrait se juxtaposer à ça, ou du moins, si je la modifie un peu, pourrait amener vers ça. Donc, on construit donc tout le contexte en utilisant les 3 répliques, le plus d'objets possible, mais si, à un moment donné, vous dites « bien, j'utilise le globe terrestre pour… mon personnage s'avance et tourne le globe terrestre à un moment », mais après ça, je n'ai pas utilisé les 2 autres, mais ça veut dire que la prochaine personne pourra utiliser ces 2 objets-là. Parce qu'effectivement, par la suite, la deuxième personne va intervenir une fois que la première va vraiment avoir posé les bases très claires de ce qui va s'être déroulé. D'accord? Puis à partir de là, elle va reprendre la narration, mais en y intégrant ses propres répliques et en utilisant les objets qui n'auront pas été mis en place par la première participante. Donc, on crée un canevas et l'autre personne vient y ajouter sa créativité en peaufinant finalement la première histoire. D'accord? C'est bon? Oui. En fait, c'est un même moment. Donc, la personne doit déjà penser à l'autre qui est là, qui est présent. Et donc, si je donne une réplique, par exemple, je dis mon personnage à ce moment-là, il va se retourner, il va dire telle chose. Là, tu laisses un flou pour dire et toi, tu vas dire quelque chose. Puis ensuite, c'est comme si tu écrivais déjà la scène, puis la personne reprend la scène, mais en y intégrant son personnage. Est-ce que c'est plus clair comme ça? OK. Donc, une première personne va avoir ces 3 répliques avec le lieu, les objets et la relation. Avec ça, elle commence une histoire. Donc, OK, moi, je suis la grande-tante de 50 ans et elle va commencer à raconter cette histoire-là en disant, bon, et à un moment donné, je dis cette réplique-là, et là, ensuite, je vais me diriger vers tel endroit et je vais dire telle chose. Non. Pour l'instant, oui, c'est ça. On est dans la narration, là. On ne va pas jouer ça. Vous racontez cette histoire-là. Est-ce qu'on peut inventer des répliques, un dialogue de l'autre? Pas tout de suite. Non. Non, il faut que vous intégriez vos répliques, puis ensuite de ça, c'est une personne qui le fait, par ça, l'autre personne va venir ajouter les informations. Oui, Camille? Chut, ton écoute, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je suis la seule à me dire ça, mais est-ce que tu peux me faire un exemple concret? OK. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la tante de 50 ans avec son neveu de 20 ans. D'accord? J'avais, mettons, la réplique. Oui? On va faire un exemple. OK? Attends, ben là, je vais manquer de répliques, là. Mettons, j'en prends 2, toi, t'en prends 2, non, tiens? T'en avais une, ben prends-en 2. Ah, il vous manque 3 répliques? Non, mais prenez-les. OK. Donc, par exemple, salut Guillaume. Bonjour. Alors, déjà la relation qu'on a, on a un père et son fils. Ah. D'accord? Donc, on a la relation. Mon fils. Donc, on a le père et son fils. Et moi, j'ai le lieu, c'est un banc, un bâton de croquet, un pot de fleurs et un jardin. D'accord? On est dans le jardin. Et moi, j'ai les répliques, je comprends ce que vous dites. Et finalement, il faudrait que tu invites cette jeune dame à danser. D'accord? Alors, je pourrais commencer en disant, bon, très bien. Alors, je suis le fils et tu es le père. Et essayez d'être vraiment dans les détails le plus possible. Donc, c'est par une belle après-midi d'été, nous sommes sur le banc tous les deux après avoir justement fait une grande partie de croquet.
Et nous discutons, finalement, après avoir bu un petit verre de punch pour nous rafraîchir. Je raconte donc, je commence à avoir une conversation avec toi par rapport à la soirée qui va venir. Et je sais que dans la famille et tout ça, tu as perdu ta femme il y a quelques années de ça. Tu vis son deuil depuis longtemps, mais là, je pense qu'il est temps que tu passes à autre chose, d'accord? Alors, je pense que tu devrais inviter cette jeune dame dont on a parlé, cette Isabelle. Et donc, je vais te dire ça à un moment donné. Peut-être que tu vas réfléchir à tout ça, tu vas peut-être me dire une réplique à ce moment-là, mais il va y avoir une certaine tension qui va arriver. À partir de ce moment-là, je vais reprendre le bâton de croquet et je vais me diriger pour aller faire un coup. Et là, tu me diras quelque chose. À ce moment-là, je vais... Encore une fois, la tension va monter. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a comme réplique dans tout. La tension va monter. Bien sûr, après ça, il va falloir que ça se modifie un peu, tout ça, parce que ça va se bonifier avec ce que l'autre va m'amener. Mais là, je donne des bases. Après ça, l'autre va construire ce que j'ai déjà construit de base. Puis là, je vais dire, tu vas m'avoir dit quelque chose. Je vais te dire, c'est bon, père, je comprends ce que vous me dites. D'accord? Donc là, on est allé très rapidement. Et là, ensuite, Guillaume, déjà, il pourrait se dire, bon, là, je ne comprends pas le contexte. Précise, tu sais, tu te dis, quand tu as dit telle affaire, je n'ai pas trop compris. Précise-moi ce que tu veux me dire, parce que là, je ne comprends pas. Fait que là, moi, je vais préciser, OK, ouais, Isabelle, c'est une jeune héritière d'une famille très riche, et puis, mais nous, on est quand même en très bonne position. C'est simplement que dans la société, ce serait mieux si tu te retrouvais une femme, pas. D'accord? Et là, tranquillement, Guillaume va, donc, de tisser, du moins, ou même peut-être changer quelques petites choses pour vraiment associer toutes ces répliques-là ensemble. Fait qu'on t'écoute, Guillaume. Non, mais c'est bien. Il faut continuer. Nous sommes dans le jardin. Exact, c'est ça, c'est vrai, ça. Je me rappelle tout à fait du début. Mais donc, on est dans le jardin, effectivement, sauf que moi, j'étais préalablement déjà présent dans le jardin. Donc, c'est vraiment le fils qui arrive. Et puis, le fils arrive dans le jardin et découvre son père, effectivement, qui a perdu sa femme depuis un moment, mais il n'a jamais passé par-dessus, il n'a jamais fait le deuil. Il est devenu alcoolique. Donc, il est dans le jardin et il boit, en réalité. Donc, il avait le bâton de croquet. Donc, ce que je comprends, c'est que tu avais comme prétexte, je vais aller jouer au croquet, mon fils. Mais donc, finalement, tu étais en train de te saouler dans le jardin. Et aussi parce que ma femme et moi avions l'habitude de jouer au croquet. Voilà. Et donc, je bois dans le jardin avec le bâton de croquet seul. Mais donc, la scène commencerait quand même, je suis là avec lui à ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de créer une relation. Donc là, on parle de avant tout seul, mais en réalité, là, maintenant que je suis là, voici ce qui se passe. Exactement. Donc, Qu'est-ce qui restait? Il restait le pot de fleurs. Ah oui, il y a des objets aussi. Oui, c'est ça. Il y a le pot de fleurs. Il y a le pot de fleurs. Okay. Puis le banc, on l'avait déjà, le banc, dans le jardin. Bon. Ça. Fait que là, c'est que la première chose que tu arrives, effectivement, tu me dis... on parle un peu de ma mère, ta mère, finalement. Oui, c'est ça, c'est ma mère. C'est ma maman. Ouais. Ta mère qui est décédée, ma femme. Et à un moment donné, tu finis par nous dire, comme tu as mentionné... Come on, Isabelle, ce serait un bon parti. Il faudrait que tu invites cette jeune femme à danser, voilà. Effectivement. Et là, à ce moment, il y a un domestique. Ah oui. À côté de moi. Ah oui. Je le regarde, je lui dis, je prends une autre coupe de vin. Merci. Au revoir. Il y a quelqu'un qui reconnaît sa réplique. Hein? Comme moi tantôt. Le domestique s'en va, là, on est juste tous les deux. Je regarde mon fils dans les yeux. Je cale la bouteille. La coupe de vin. Je la lance. Et là, je lui dis... Tu accroches un pot de fleurs. Non, attends, excuse-moi, vas-y. Je m'en vais avec ça. Okay. Je le regarde intensément. T'as déjà oublié ta mère, mais moi, je n'oublierai jamais ma femme. C'est-tu une réplique que t'as, ça? Non. OK. Vas-y, oui, tu peux. Mais l'important, c'est qu'il faut qu'on take ça. Je suis comme, c'est parfait, c'est ça. Tu as oublié ta mère, mais je n'oublierai jamais ma femme. Cette nouvelle est d'une tristesse. Ça, c'est une réplique. C'est une réplique, ça. Cette nouvelle est une tristesse. Et là, justement, à ce moment-là, on se souvient, là, tu continueras en disant, c'est là que ton personnage se lève, va prendre le bâton de croquet, commence à jouer et tout ça. Fait que tu continues, excuse-moi, vas-y. C'est palpitant. C'est toi qui prends le croquet. Non, mais c'est toi qui continues. Okay, comme tout à l'heure, j'avais expliqué que ça, le jeune homme se levait, prenait le bâton de croquet, puis allait peut-être faire quelques coups. Donc là, je te laisse continuer.
Et là, pendant que le domestique s'en va, moi, j'ai déjà jeté ma coupe de vin. Ouais. Lui commence à jouer au croquet. Moi, offusqué, je me tourne vers le domestique. « Reste-t-il du vin? » Parfait. Parfait. Et là, je me lève. Le domestique est en partie sans vin. Et là, je me dirige pot de fleurs. Flash! Brise le pot de fleurs. Et là, il brise le pot de fleurs. Il est dans une rage telle. C'est ça. Et là, le jeune homme donne un coup. Je vois ce que vous me dites. Parce que ce pot de fleurs, qui représente la jeune pousse, ne pourra jamais remplacer celle qui vous a quitté. Donc, Allez-y. donc, vous voyez, une première personne qui pose des bases, puis à la suite de ça, la deuxième va venir compléter, peaufiner. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le passage de l'un à l'autre. Écoutez vraiment ce que l'autre va vous donner, puis nourrissez-vous de ce que l'autre donne. D'accord? Très bien, on y va. Donc, merci tout le monde. On va en arrêter là pour le temps file, malheureusement. Mais donc super, très bien. Donc, certains vont avoir réussi à clore tout. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas terminé? Juste pour savoir, là, pour moi-même, à savoir que... OK, parfait. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que vous avez fait en ce moment, c'est que vous avez vous-même, de vous-même, finalement, créé des circonstances proposées. Qu'est-ce qu'on sait de la situation dans laquelle les personnages vont se rencontrer, dans laquelle vous allez jouer? D'accord? Et comme vous remarquez aussi, plus c'est précis, plus ça vous donne de l'information et une façon de jouer. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai fait l'exemple avec Guillaume, avec le père et son fils, mais quel âge ils ont? Est-ce qu'on est en 1815? Là, on le sait que c'est en 1815. Mais quel âge ils ont? Déjà, ça nous informe. Si je parle d'une jeune fille, d'Isabelle, qui a 18 ans, mais que le père en a 70, c'est pas la même chose, là. Vous comprenez ce que je veux... Donc, vous voyez que c'est pas... Ça l'informe beaucoup sur les choix que vous allez faire et tout ça. D'accord? Donc, ici, l'exercice, il visait à prendre conscience que les lieux, les objets, les répliques, les personnages, ils tissent des liens entre eux. D'accord? L'un active l'autre et donc a un impact sur la suite des événements. Tous les éléments sont des circonstances proposées en action. D'accord? Donc, dans le cadre de l'activité Les Lettres de Whitehall, une époque teinte et agit sur toutes les actions. Donc, déjà, en choisissant les objets, en choisissant les relations, on avait déjà une teinte qui venait tout lier ensemble par rapport aux actions, aux objets qu'il y avait dans cette salle-là. Si j'avais mis la même chose, le jardin, en 2326, qui joue au croquet avec un truc qui fait boum, ça aurait été complètement autre chose. Le croquet, c'est ce vieillard oublié des temps anciens sur la terre. Vous comprenez? Donc, ça change vraiment toutes les actions, les caractéristiques des personnages. De plus, les lieux, les événements dans lesquels vont prendre place les rencontres auront aussi un impact. Quand on va être à Whitehall, ce ne sera pas la même chose que quand on va être, par exemple, dans un jardin. Je ne sais pas encore si tout va se faire comme ça, mais ça ne sera pas la même chose. On ne va pas être dans la même situation. Votre jeune demoiselle qui rentre ici à Whitehall, qui est vraiment dans un lieu qu'elle découvre et qu'elle trouve magnifique, elle se sent pleine de joie à être enfin dans ce lieu-là, à rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Tout d'un coup, se retrouve dans un jardin où est-ce que les mouches la dérangent complètement. À chaque fois qu'elle va à un endroit, elle s'approche de quelqu'un, puis il y a une mouche qui vient la déranger. Elle est comme... tout sauf dehors, je déteste être à l'extérieur, et là, il y a le soleil qui me plombe sur la tête, je vais avoir mon parapluie. Donc, vous voyez, le lieu va vraiment avoir un impact aussi sur votre personnage. Peut-être qu'au contraire, il va avoir le vieux militaire qui, là, a encore une réunion dans un salon à boire du thé, et là, tout d'un coup, va être à l'extérieur. Ah, je vais pouvoir tirer enfin... je ne sais pas s'il y a des carabines. Oui, des carabines. Poule! Il va se sentir enfin chez lui à l'extérieur en regardant la forêt. Il n'y aura pas ça, je pense. Poule! Tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a une fusillade. Mais donc, vous voyez donc que les lieux vont avoir un impact sur les personnages, sur les relations qu'il va y avoir, qui vont se construire à partir de ce personnage-là, à partir des objets qu'il va avoir autour d'elle ou de lui. D'accord? Et donc, encore aussi,
là, je suis là, depuis lors des événements de Whitehall, tout comme dans l'enclave et depuis Bathyscaphe, il va y avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des black box. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est, mais rapidement, c'est l'idée que vos personnages vont se trouver un événement qu'ils vont peut-être avoir déjà vécu dans le passé et on va aller recréer cet événement-là lors d'une black box, c'est-à-dire dans un lieu neutre où est-ce qu'on va élaborer une histoire et ensuite on va improviser cette histoire-là. Oh, à quoi ça ressemble? Un peu à ce qu'on vient de faire. D'accord? Donc, sans avoir tous ces éléments-là, je vous propose que lorsque vous allez vous préparer à entrer en jeu pour une black box, que vous refaites un peu les mêmes choses. OK, donc je vais commencer à décrire ce qui va se passer. Il y avait mon personnage. On était dans un lieu. Décrivez le lieu le plus en détail possible. C'était par une journée grise du mois d'octobre. Un froid s'immisçait sous la porte. On entendait les volets claquer. Et mon personnage s'est approché de l'antre du feu et a mis quelques brindilles. Et c'est alors qu'il s'est retourné vers toi. « Mais active-toi, fais quelque chose! » Et ensuite de ça, vous allez construire tout ça. Vous faire une petite narration, faire un canevas de jeu pour une improvisation. Et ensuite de ça, une fois que vous allez avoir préparé ça, là, vous pourriez commencer à le jouer vraiment. D'accord? Vous allez préparer votre improvisation pour qu'ensuite de ça, vous soyez vraiment dans l'instant présent à créer parce que vous allez avoir fait vos objectifs, vous allez avoir utilisé les circonstances proposées pour créer cette relation-là entre vos personnages. Et puis, quand vous allez revenir en jeu, il va y avoir tout ça qui va teinter finalement tout d'un coup cette relation-là du personnage qui ne va plus du tout agir de la même façon avec son partenaire. D'accord? Malheureusement, le temps file et comme je suis un ancien professeur de secondaire, j'ai toujours mis beaucoup plus d'activités que prévu dans mes cours. Alors, je n'aurai pas le temps, malheureusement, de faire tous les exercices avec vous. Je me demande... Comment? Oui, bien c'est ça, le choix est si difficile. Bien, je vais peut-être... Oui, j'avais une blague, zut de flûte. Donc, en fait, juste pour compléter tout ça, dans l'idée d'avoir un équilibre entre le défi et les habiletés, dans cette optique-là, il est intéressant de se préparer afin de développer notre surobjectif avec les documents que je vous ai donnés, en lien avec les circonstances proposées que Guillaume nous a données par rapport à l'époque, le lieu et tout ça. Cette préparation-là va permettre d'équilibrer nos propres habiletés, donc dire, OK, je dois me préparer à faire telle ou telle chose. Est-ce que je suis capable de faire ça? Si oui, bien, sinon, bien, comment je me prépare à tout ça? Donc, des habiletés d'improvisation. Avec les défis de la rencontre créatrice, on va donc être prêt à s'adapter, parce que c'est toujours ça, d'être prêt à s'adapter à ce que l'autre va nous donner. On a beau avoir un objectif, si après ça, la personne vient puis ça contre notre objectif, bien justement, nous, il faut qu'on ramène vers notre objectif en faisant autre chose, en s'adaptant à ce qui se passe. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail invisible. D'accord? Toute votre recherche sur les circonstances proposées, c'est quoi l'époque et tout ça, c'est le travail invisible. Il ne doit pas être vu par les spectatrices. D'accord? Il faut que ça reste caché. Ça le dit, c'est discret. Il faut que ça meuble votre personnage, mais que ça ne devienne pas, justement, un moment où est-ce que, par exemple, on déballe dans une conversation toutes les informations qu'on a glanées sur l'époque et sur cette, maintenant, fameuse fascination pour l'ananas. D'accord? Donc, j'avais volé mon punch, mais voilà. Donc, ce travail-là va contribuer à éclaircir c'est quoi les buts et les buts précis et clairs. Retour sur l'action, écoute. J'essaie de voir lequel... Ah, celui-là, ça pourrait être intéressant. OK, d'accord. Ça va être rapide quand même. Alors, ensuite, si on va à la plus simple, si on revient à la chose la plus simple pour l'improvisation, on aura beau avoir toutes les techniques du monde pour jouer, de travailler avec les vite, les lents, d'avoir développé notre intériorité pour s'ajuster au jeu et tout ça. Si la chose la plus importante en jeu, que ce soit improvisation ou au théâtre, c'est l'écoute. D'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Parce que si on n'est pas attentif et qu'on n'est pas à l'écoute à la fois de nous et de l'autre, on ne peut pas construire sur les idées de l'autre. On ne les écoute pas. D'accord? Donc, il faut être attentif aussi au public qui est au loin, qui nous regarde, qui est là en train de jouer, de nous écouter et tout ça. Donc, on va faire un exercice d'écoute par lequel on va toujours construire sur l'idée de l'autre. D'accord? Ça, c'est cute. Mais j'aime bien cette analogie-là de Christian Lapointe, encore une fois, où est-ce qu'il parle de la relation entre le spectateur et les acteurs et les actrices sur scène. Donc, l'idée, c'est que souvent, on s'imagine, il parle de la fosse au lion, et quand on pense à ça, on pense que Christian veut dire que le spectateur regarde ce qui se passe sur scène comme s'il regardait des fauves, comme dans les cirques anciens à Rome et tout ça. Mais en réalité, c'est qu'il inverse ça. Il explique que, selon lui, les acteurs et les actrices
Ce n'est pas eux les lions, mais c'est le public qui est dans la fosse aux lions. Alors pour lui, si vous regardez très précisément, vous remarquerez que ce n'est pas vous qui nous regardez, c'est nous qui vous regardons, vous prenons en défaut. C'est vous qui êtes dans la fosse aux lions. Nous vous écoutons, nous écoutez, et lorsque nous entendons votre écoute faillir, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous obliger à le rétablir. Dans tout ce que nous disons, il n'est question que de vous. Vous êtes le sujet de nos travaux. Comment ne pas vous regarder? Sachez-le, à l'inverse de ce que vous croyez, c'est nous qui vous regardons dans la fosse aux lions. Donc, quand je suis en train de jouer, je dois avoir, encore une fois, cette notion-là d'être à l'écoute de l'autre pour capter l'attention, pour le ramener à jouer sans cesse avec moi, lui donner ce qu'il a de besoin pour continuer à ce que je puisse le regarder être dans la fosse aux lions. D'accord? Alors, pour l'écoute, on va aller tout de suite à l'exercice numéro 3, compléter la sculpture, s'inspirer de l'autre. Donc là, on va faire vraiment un exercice très, très simple. Il y a une première personne qui va venir sur scène, d'accord? Ou il pourrait rester à la lumière, là, ça ne dérange pas. On va rester ici, ça va être mieux. Et qui va prendre une posture, n'importe laquelle, d'accord? Il va prendre une première idée de mouvement qu'il a dans sa tête, d'accord? Il va regarder cette sculpture-là. Et là, une personne dans la salle fait « je suis inspiré par cette posture. » Alors, par exemple, t'es Marie, je vais te donner, place-toi en n'importe comment, d'accord? N'importe comment, ça. Très bien. Alors, elle se place de cette façon-là. Moi, je vais arriver et je vais m'inspirer de sa posture pour pouvoir trouver autre chose, pour créer une relation entre ces deux personnages-là. Alors, à partir de là, elle sort de cette posture-là et je reste là. Et une autre personne vient compléter pour créer une nouvelle relation. D'accord? Quelqu'un? On le garde quelques instants pour comprendre. Puis ensuite de ça, je m'enlève et une autre personne vient. Une autre personne. Oh, oh. Très bien. Excellent. Donc, une autre personne. Tu restes là, tu restes là. Une autre personne. Okay. Excellent. Une autre personne. Une autre personne, donc tu peux sortir. Tu peux sortir, oui. Oh, il y a Catherine ici qui a une idée. Il va falloir que tu tiennes. OK. Voilà. Une autre personne, si vous avez une idée. Garde ta position. Une autre personne. Je vais y aller. C'était une grosse cruche. Fait pas la personne. Et donc, voilà. Mais donc, l'idée ici, très enfantine, de créer à partir de ce que l'autre nous donne. Et donc, je ne peux pas arriver sans regarder ce qui se passe puis juste venir installer n'importe quoi. Il faut que je m'inspire de ce que l'autre me donne. Donc, c'est la même chose quand on est en improvisation, en train de créer ces relations-là. Je dois écouter ce que l'autre me donne pour pouvoir donner du nouveau, créer par-dessus tout ça. Donc, soyez à l'écoute de l'autre. Si vous êtes à l'écoute de l'autre et que vous jouez pour l'autre, en lui apportant encore du nouveau matériel, mais cette personne-là va vous en redonner aussi. Puis comme ça, vous allez construire ensemble une relation, puis un jeu qui va être intéressant, autant pour vous, qui êtes votre propre spectateur, vos propres spectateurs, mais ceux qui sont autour et qui vous regardent peut-être de loin jouer et qui vont comprendre de loin, « Ah, regardez, ces deux personnes sont en train de rire. Ah, je suis contente, ma fille a enfin trouvé quelqu'un pour elle. Okay. » Donc le public... Mais donc, le public est partout à la fois quand on joue au théâtre de l'Incarnation. Et on n'est pas séparé de lui, on est dans ce public-là, on est dans ces spectateurs-là. Voilà. J'ai-tu encore du temps? Je ne sais plus, là. Je suis tout mêlé.
C'est ça, il y avait tellement... Oui, allons nous asseoir. Il y avait tellement de bons trucs, mais donc, l'idée, en fait, j'ai du temps, il est 2h28. C'est pour toi, Guillaume, là, puis pour vous, je ne sais pas, là. OK. Oh, pelaille. Ben, en fait, je vais faire une démonstration pour que ce soit plus rapide. Donc, normalement, je vous ai expliqué ce qu'est tous ces modes-là, vite, lent, point fixe et tout ça. Donc, l'idée, en gros, c'est que plutôt de partir de l'intérieur pour exprimer quelque chose, on va partir de moyens mécaniques pour faire apparaître des émotions, des états dans lesquels les personnages vont se retrouver. D'accord? Mais l'idée, encore une fois, c'est d'être en réaction, de jouer, parce que de jouer, acting is reacting. Jouer, c'est réagir aux choses. Encore une fois, on revient à l'écoute. Si je ne suis pas à l'écoute de l'autre, je ne peux pas être en réaction. D'accord? Puis ce n'est pas le moment, justement, en improvisation, de faire qu'est-ce que je pourrais bien répondre à cette réplique? Il faut tout de suite enchaîner. Il faut tout de suite être en réactivité à ce qui se passe. D'être à l'écoute de soi-même, dire ça me donne envie d'être fâché. Bien là, je vais être fâché. Pour aucune raison. Ça arrive des fois qu'on est fâché pour aucune raison dans la vie. C'est un peu la même chose ici. D'accord? Et donc, l'idée, donc, c'est d'être en réaction et d'être dans, justement, avec ces modes-là, le vite, lent, majeur, mineur, c'est justement d'être à l'écoute et de découper ce qu'on va créer ensemble. Puis comme je vais faire une démonstration, je vais prendre quelqu'un qui connaît déjà pas mal ça, c'est-à-dire Marie, parce que j'arrête pas d'y en parler tout le temps. Donc, je vais juste prendre 2 chaises, si ça ne vous dérange pas. Oups, ça. Je vais les mettre ici. Merci. Et donc, l'idée ici, c'est pour s'entraîner, par exemple, à jouer avec ces différents modes-là, qui sont le majeur, mineur, vite, lent, point fixe. Majeur, mineur, c'est, en théâtre, c'est vraiment que quelqu'un qui a le majeur, c'est la personne qui, par exemple, dit sa réplique ou qui est en train de bouger, qui a l'attention du public. Et le mineur, c'est la personne qui continue de vivre en sourdine, qui continue d'être là, existante, et qui s'apprête à un moment donné à devenir le majeur dans la conversation, dans le dialogue. D'accord? Ça peut être dans le geste, comme ça peut être dans la parole. Le vite lent, c'est tout simplement l'idée de faire des choix, d'être en réaction, puis de choisir, est-ce que le prochain mouvement que je vais faire ou la prochaine réplique que je vais dire, elle va être vite ou lente. Puis après ça, de ce choix-là, si je fais cette réplique-là vite, qu'est-ce que ça m'a donné comme information sur mon personnage? Qu'est-ce que ça m'a donné comme information sur la relation que j'ai avec cette personne-là? Ça va créer finalement des éléments. Et donc, l'idée ici, c'était de mixer tout ça, le vite lent, le majeur mineur. Donc là, on va s'imaginer que nos 2 personnages se rencontrent. Peut-être qu'ils se connaissent déjà en jeu, je ne sais pas. Sûrement qu'ils se connaissent déjà en jeu. Et donc, ils vont se rencontrer derrière les chaises et ils vont aller ensuite s'asseoir. Mais c'est quoi la situation? On ne sait pas encore. Pour le bien de l'exercice, on va laisser ça aller, mais on va jouer avec majeur-mineur, donc une personne qui va bouger à la fois, et le vite lent. Donc, mon mouvement, je dois choisir s'il va être vite ou lent. D'accord? Ça va, Marie? OK. Pour commencer, on va se rencontrer tous les 2 derrière la chaise en même temps. On va bouger en même temps. D'accord? D'accord? Donc, j'ai choisi différents éléments. Ça l'a teinté le personnage. Je n'ai pas dit « je vais être mystérieux ». J'ai juste dit « je vais bouger lentement ». Puis après ça, le spectateur, la spectatrice a vu ce qu'il voulait voir. J'ai donné à voir à ma spectatrice ici des choses pour qu'elle puisse ensuite, elle aurait pu après ça dire une réplique du genre « est-ce que vous êtes coquin ?» par exemple. Okay? Et donc, reprenons la même chose, mais là, essayons de voir si on change les vitesses, si on change juste la force même à laquelle on va bouger ces mouvements-là. D'accord? Donc, vous voyez, ça change, d'accord? Donc, encore une fois aussi, là, dans l'exercice, on est en train de s'entraîner, de s'habituer. Je dirais qu'on n'est peut-être pas totalement en écoute. On a une idée déjà en tête de ce qui va se passer. Mais on se laisse impacter quand même par l'autre, ce que l'autre a fait. On va essayer encore une fois.
Fait que même cette première marche-là, elle a une importance. Elle met en place ce qui va se passer par la suite. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, c'est une question d'écoute puis de réagir à l'autre. Elle me dit une réplique forte. Là, on fait du mouvement, on fait juste le mouvement. Mais si elle me dit quelque chose avec vitesse, peut-être que je vais faire « on se calme » en faisant le « là », par exemple. Ou être encore plus fâché, mais en faisant le « là ». Donc, jouer avec ces éléments-là. Si à un moment donné, vous n'êtes plus trop sûr de ce que vous êtes en train de faire, revenez à quelque chose de très simple, mécanique, pour à la fois vous découvrir vous-même ce qui est en train de se passer, puis juste donner quelque chose à l'autre pour qu'elle puisse vous relancer. Puis là, vous comme, OK, ça repart. Parce que des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, juste de donner à l'autre. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, alors je vais tout te donner l'attention pour qu'ensuite de ça, ça revienne à nous et qu'on puisse être en échange. C'est comme ça dans la vie aussi. Donc voilà, tout est dans tout. Merci Marie. Et donc, plein de belles choses. Et j'essaie juste de voir si j'avais une conclusion. J'avais une conclusion, mais elle n'a plus rapport. Mais en gros, je tenais juste à dire une dernière petite chose, si c'est possible. C'est autant en lien avec l'action qu'on a en jeu, sur le jeu en tant que tel, mais aussi sur comment est-ce qu'on va créer ensemble un lieu sécuritaire pour tout le monde, pour qu'on joue à notre plein potentiel. Une chose que déjà on doit se dire en tant que personne qui vient jouer, c'est que je vais me mettre à disposition aux autres pour qu'ils puissent jouer pleinement ce qu'ils ont à jouer dans un cadre sécuritaire. Et quand je ne suis pas sûr moi-même de ce que je vais aller jouer, simplement vous rappeler que vous entrez dans un lieu où est-ce que vous allez être en sécurité et qu'on va tous créer ensemble quelque chose. Donc, si jamais vous vous sentez anxieux par rapport à quoi que ce soit, prenez le temps de sortir, de décrocher en improvisation. Tout ça, au théâtre, ça doit se faire en quelques secondes, ce genre d'élément-là, parce qu'on doit, professionnellement, on doit continuer à jouer. Mais là, ici, on n'est pas en train de jouer sa vie, là. On n'est pas en train d'être payé pour ça, puis c'est pas notre métier, on est là pour s'amuser. Donc, prenez ces temps-là pour décompresser puis revenir. Puis au final, autant dans le jeu que dans la relation à l'autre, qui est extérieur au jeu, là, mais je parle de la sécurité émotionnelle, psychologique et tout ça, on n'a d'influence que sur notre réaction face aux événements qui nous entourent. Donc, soyez attentifs à comment vous réagissez, autant dans le jeu que à l'extérieur du jeu. Et on ne peut donner que ce dont on déborde. Donc, si vous êtes plein d'écoute, plein d'amour, plein d'empathie, plein d'attention vers l'autre, mais ça va vous revenir, d'accord? Donc, voilà. C'est ça, en gros. Voilà. Merci beaucoup. Tout est dans tout! Voilà. Stéphane Lévesque, dans le cadre de C'était hier, je suis avec Frédéric Gosselin. Tu viens de donner un atelier de théâtre. Toi, tu es un prof de théâtre dans la vie. Là. Oui, en fait, j'ai une formation de base en jeu à l'UQAM en théâtre. J'ai fait par la suite là, une maîtrise en théâtre. Puis, j'ai eu à faire du remplacement dans les écoles secondaires. Puis, tranquillement, je me suis déplacé vers le cégep au collégial, où est-ce que j'enseigne là, en ce moment, depuis la session passée, là, en exploration théâtrale, un prix universitaire en théâtre. Donc, voilà. Évidemment, là, on s'adressait à des gens qui sont intéressés à l'histoire, qui vont peut-être faire des reconstitutions historiques, tout ça. C'est des gens qui ont, comme je dirais, sont enclins à apprendre là-dessus. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, d'apprendre sur le théâtre, l'expression théâtrale, comme tu appelles ça, en quoi ça peut être utile dans la vie en général? Mais c'est sûr que il y a toute l'idée de la communication, d'être efficace dans comment est-ce qu'on discute avec quelqu'un, comment est-ce qu'on va prendre conscience de nous-mêmes dans une situation donnée, puis d'analyser même notre propre attitude, notre propre réactivité aux choses, parce que comme je dis souvent,
acting is reacting. Jouer, c'est réagir. Puis dans la vie, ben, on dit souvent tourner sa langue 7 fois avant de parler. On est dans la retenue des choses. Mais quand on est dans la réaction, mais là, on se dit, ah, j'avais pas bien fait ça. Mais en réalité, ça nous apprend beaucoup sur nous. Puis justement, on peut faire peut-être un retour là-dessus, puis se mettre dans des situations aussi, s'imaginer les choses, les jouer dans sa tête. C'est toutes des choses que les gens font. Mais ensuite de ça, quand on est en action, bien, comment est-ce qu'on est à l'écoute de l'autre, puis qu'on est vraiment en train de partager un moment avec l'autre. Des fois aussi, c'est quelque chose qui est important d'être dans la connectivité avec l'autre. Fait que je pense que le théâtre, ça peut amener vers ça, d'être vraiment dans écouter l'autre, puis jouer finalement, de construire avec l'autre cette conversation-là qu'on est en train d'avoir, par exemple. Par exemple, ben justement, dans les exercices, j'ai vu un exercice de pause. Bon, c'est que quelqu'un se positionnait et quelqu'un d'autre venait s'adapter à sa posture. C'est ça, parler aussi. C'est je te dis quelque chose, tu m'écoutes, tu réagis, puis un échange, c'est exactement la même chose. Exactement. Puis effectivement, en fait, ben, on retourne à des jeux d'enfants. Tu sais, ce jeu-là, jouer, c'est aussi un jeu ludique. Là, au final, on joue un personnage et tout ça. Mais effectivement, construire un dialogue, une rencontre par les mots, c'est la même chose. Puis il faut faire attention, justement, comme je dis par exemple à mes élèves qui vont voir quelqu'un se positionner. La personne, des fois, elle n'est même pas finie de se positionner, qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de se lever pour aller faire le prochain mouvement. Mais justement, dans une conversation, quand on est en train de penser déjà à ce qu'on va dire, on n'est plus en train d'écouter la personne. Donc, écoutez jusqu'à la toute fin, voyez vraiment c'est quoi la réplique, c'est quoi ce que la personne a à dire, puis pour ensuite vraiment construire sur cette réplique-là. Et moi, je donne, ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné, mais je donne des petites formations parfois dans des écoles sur la photographie. Puis moi, je dis, quand tu prends une photo, il ne faut pas que tu sois sur un pied instable, il faut que tu sois ancré. Encore là, dans la communication, dans la vie de tous les jours, quand je suis en communication avec quelqu'un, d'être ancré dans ce geste-là, ça peut être bon aussi. C'est pas juste en photographie. Quand on parle avec des gens, ou quand on prend la parole publiquement, c'est pareil aussi. Oui, puis c'est autant être ancré physiquement que, je veux dire, psychiquement, parce que déjà, biomécaniquement, lorsqu'on est en train de piétiner puis on n'est pas ancré dans le sol, mais déjà, la voix va être moins projetée, la projection va en pâtir, le positionnement corporel ne sera pas à son plein potentiel pour pouvoir vraiment avoir pleine expression. Tu sais, je parle de la physicalité, de la physiologie de tout ça. Puis ensuite de ça, bien, effectivement, d'être prêt psychiquement à tout ça, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'être ancré avec nos idées, tout ça, bien, effectivement, ça clarifie du moins notre objectif, notre expression. Donc, ce que je retiens, c'est même si on n'aspire pas à être comédien, d'être dans son action, dans sa parole, d'être en échange, d'écouter l'autre, c'est bon partout dans la vie en général. Ça. Effectivement, mais en fait, un des grands pédagogue du théâtre qui s'appelait Jacques Lecoq, l'École internationale Jacques Lecoq en France. Dans une de ses entrevues, il disait moi, j'ai plein de types d'élèves qui passent dans mon école. C'est une école très reconnue pour le mouvement, justement. Il dit, j'ai plein de types d'élèves qui passent dans mon école. Et il y en a qui vont faire ça comme métier, être acteur. Sinon, il y en a d'autres qui vont être chauffeurs de taxi. Mais ce sont d'excellents chauffeurs de taxi parce qu'ils écoutent, parce qu'ils sont attentifs à ce qui se passe autour. Ils sont capables de raconter des histoires. Mais donc, l'école du théâtre, au final, c'est d'apprendre aussi à comprendre la psyché de l'autre, de comprendre les mécanismes de relation, d'en apprendre sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on est. Voilà. Bien intéressant. Ça fait des gens de commerce agréables. Merci beaucoup. Plaisir.